Oui, bonjour, Monsieur Montpetit. Alors, question d'usage, vous m'entendez bien? Oui, absolument. Allez-y. OK. Alors, je suis ici au nom d'un groupe citoyen qui s'appelle prop.org et qui est appuyé par 13 grands groupes environnementaux, dont, entre autres, Équiterre, la Fondation Suzuki, Greenpeace, Nature Québec. Et nous nous concentrons sur un problème bien précis, c'est-à-dire le problème des circulaires qui sont distribués à tout le monde au Québec présentement. Et ça, c'est 100 000 tonnes de matériel par année qui finissent par se retrouver dans les bacs de recyclage et ça constitue 11% de tout ce qui transite par les bacs. Et comme c'est un mélange de plastique et de papier, ben, les centres de tri ont tendance à avoir une grande difficulté à faire la séparation de tout ça et ça finit par se retrouver à l'enfouissement. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. La réponse des distributeurs, c'est que chaque citoyen n'a qu'à faire un petit pas pour régler le problème, c'est-à-dire à poser un autocollant de refus sur sa porte ou sa boîte à lettres. Et bon, il y a quelque chose d'un peu disgracieux déjà au départ comme concept dans le fait d'obliger chaque citoyen à déparer sa façade pour que ça puisse accommoder les distributeurs. Mais en plus, diapositive suivante, ben, c'est pas très sensé de dire qu'il revient au consommateur d'afficher sur sa boîte à lettres tout ce qu'il ne veut pas recevoir. Imaginez si chaque publication au Québec procédait ainsi, mais ça donnerait un résultat comme celui qu'on voit à l'écran. Diapositive suivante. Et en plus, ben, il faut considérer qu'au Canada, les boîtes à lettres électroniques sont protégées par la loi. La loi canadienne anti-pourriel dit spécifiquement qu'on ne peut pas envoyer des cybercirculaires à tout le monde sans qu'ils aient offert leur consentement préalable. Et ça, ce n'est pas le cas pour les circulaires de papier. Les boîtes à lettres réelles ne sont pas protégées, elles. Alors, il me semble que le gouvernement du Québec pourrait appliquer exactement la même philosophie, c'est-à-dire de dire qu'il faut que les gens offrent leur consentement avant même qu'on leur envoie des circulaires. Et de toute façon, le plus gros problème, diapositive suivante, c'est que ça ne fonctionne pas, le système des autocollants de refus. Même quand quelqu'un en affiche, ben, il arrive souvent que ces gens-là reçoivent quand même des circulaires et même quand ils se plaignent aux distributeurs, ben, on leur répond d'accord, nous allons corriger le problème. Et dans bien des cas, le problème n'est pas corrigé, ce qui aboutit comme conclusion au fait que tout le système actuel qu'on appelle de l'opt-out, c'est-à-dire du refus de la part du consommateur qui doit être exprimé, ben, c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est une simple façade pour l'industrie qui fait croire qu'il suffit de se reporter à ce système-là pour régler le problème. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. Diapositive suivante. Et là, je ne parle pas juste des sacs de circulaires. On parle beaucoup d'eux parce que ben, c'est les seuls qui signent leurs méfaits, si j'ose dire, et qui même mettent leurs coordonnées imprimées sur chaque sac. Mais le problème se retrouve pour n'importe quelle forme de circulaire au Québec, même quand il s'agit de simples petits dépliants. On peut voir sur la photo qu'eux non plus ne respectent pas souvent les pictogrammes de refus. Diapositive suivante. Et ça, ben, ça se produit, ces infractions-là, des milliers de fois chaque semaine, partout au Québec. Et en tant que mouvement citoyen, bien, nous avons fait une recherche, nous avons carrément photographié 30 000 infractions
La plupart d'entre elles dans à peine 30 pâtés de maison. 80% des 30 000 infractions sont survenues à l'intérieur de 1/1000 de 1% de la ville de Montréal. Alors, imaginez ce que ça donne s'il y en a eu 30 000 dans une si petite surface. Mais si on comptait partout au Québec, ça donnerait un nombre d'infractions énorme. Diapositive suivante. En fait, même quand il n'y a pas d'infraction, il y a quand même un problème. Bout à bout, les 182 millions de sacs de circulaires à eux seuls qui sont distribués chaque année au Québec feraient 2,5 fois le tour de la Terre. Alors, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un problème mineur. Les gens pensent que c'en est un parce qu'ils ne voient qu'un sac à la fois devant leur porte, mais quand on regarde le problème dans son ensemble, on constate qu'il est énorme. Diapositive suivante. Et la réponse de l'industrie, encore une fois, ils blâment le public. Ils disent c'est le public qui devrait ramasser, trier et recycler nos rebuts. Et ça, c'est une attitude qu'on trouve un petit peu absurde à la base. Diapositive suivante. Parce que dans le cas de n'importe quel autre rebut, si quelqu'un disait on va en déposer chaque semaine au pied de votre porte et c'est à vous de les trier et d'en disposer correctement, il n'y a personne qui accepterait ce genre de solution-là. Mais apparemment, on est tellement habitué au Québec que les circulaires fonctionnent de cette façon-là qu'on ne s'en étonne pas dans leur cas. Diapositive suivante. Et pendant ce temps-là, l'industrie elle-même ne respecte pas sa propre consigne de séparer, de trier le plastique et le papier pour pouvoir recycler. Il arrive souvent que des ballots entiers de sacs de circulaires sont jetés dans la nature pour que l'industrie puisse atteindre le quota qu'elles ont promis aux annonceurs. Et diapositive suivante. Si vous croyez que l'image que je viens de vous montrer était une exception, eh bien non, ça se produit souvent. Et ça peut être aussi bien dans la nature que sur n'importe quel coin de rue ou au pied de poubelles publiques. Les ballots non triés, avec encore les circulaires à l'intérieur des sacs, s'accumulent et finissent par ne pas pouvoir aller au recyclage et aboutissent à l'enfouissement. Diapositive suivante. Une autre réponse de l'industrie à tout ça, c'est de dire que nous utilisons du plastique recyclé. Alors, il laisse entendre que, à partir de là, il n'y a pas réellement de pollution qui se produit. Diapositive suivante. C'est hélas pas le cas, parce que quand on utilise du plastique soi-disant recyclé, c'est un sac qui se dégrade aussi lentement qu'un sac de plastique neuf. Et comme c'est un sac de plastique qui contient du papier, le sac, qu'il soit recyclé ou non, empêche tout autant dans les deux cas le recyclage du papier qu'il contient. Alors, c'est pour ça qu'il y en a autant que ça qui se retrouvent à l'enfouissement. C'est justement parce que le triage ne se fait pas, et non pas parce que le plastique est recyclé ou non. Diapositive suivante. Pendant ce temps-là, même si l'industrie a l'air de dire qu'elle encourage moins d'utilisation de plastique neuf, ça ne l'empêche pas d'offrir à chacun des annonceurs qui s'annoncent dans les sacs, entre autres, un sac distinct de façon à ce qu'il puisse se mettre en valeur. Alors, il arrive que lors d'une même semaine, ce n'est pas un seul sac que chaque résidence reçoit au Québec. C'est non seulement le sac régulier, mais un sac supplémentaire qui met en valeur un seul des annonceurs. Diapositive suivante. Et de toute façon, même s'il y a des amendes qui essayent de réglementer tout ça, elles sont si rarement appliquées que l'industrie se permet tout simplement de les incorporer à ses frais généraux. On a ici un rapport annuel
où on voit sur la ligne amende pour dommages environnementaux que ça s'élève à 10 000 $ pour cette année-là. Et si on compare ce montant-là au montant qu'ils reçoivent en revenus sur la ligne suivante, ben là, c'est plus de 2 millions qu'ils reçoivent en revenus. Alors, c'est pour ça que le 10 000 $ d'amende qu'ils reçoivent de temps à autre, ben, c'est pas ça qui va faire arrêter les choses. Diapositive suivante. La solution, ben, il y en a 3. Ce qu'on prône, nous, c'est qu'il faudrait que le gouvernement précise dans la loi sur les compétences municipales qu'un article publicitaire peut uniquement être déposé sur une propriété privée si un pictogramme indique que les résidents acceptent d'en recevoir. Et non pas, donc, que les résidents mettent un pictogramme en cas de refus. Alors, dans un tel cas, ben, les distributeurs se retrouveraient à mettre uniquement des circulaires dans les boîtes où il y a un autocollant d'autorisation. Deuxième solution, diapositive suivante. Il faudrait amender l'article 53.28 de la loi sur la qualité de l'environnement pour carrément interdire les sacs de plastique qui emballent les articles publicitaires. Il y a déjà beaucoup de municipalités qui ont pris cette initiative-là, mais uniquement pour les sacs utilisés dans les supermarchés et d'autres commerces. Et il y a toujours une exception qui dit « Ah, mais les sacs de circulaire, eux, ils peuvent continuer. » Ça serait peut-être bien qu'on n'accorde plus une exception à celui qui distribue essentiellement le plus de sacs de plastique au Québec, c'est-à-dire 182 millions par année. Et troisième et dernière solution que nous proposons, diapositive suivante, ben, il faudrait qu'on fasse respecter les règlements, entre autres en implantant des mesures comme le recrutement d'inspecteurs, vu que souvent on nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'assurer que les règlements sont respectés ou les lois sont respectées. Et tant qu'à y être, ben, si on veut être absolument sûr de pouvoir se payer tous ces inspecteurs-là, ben, on n'aurait qu'à augmenter les amendes en cas de besoin. Et si on est un petit peu sceptique que ces mesures-là pourraient fonctionner, ben, diapositive suivante, nous terminons avec une petite expérience que nous avons faite dans un quartier de carrément 3 pâtés de maisons, où il y a 269 résidences qui reçoivent des circulaires. Ben, en 1 heure, nous avons dénombré 122 infractions dans ce quartier-là. Et 122 sur 269, ben, c'est un taux d'infraction de 45,4 %. Alors, si on appliquait ce taux d'infraction-là pour se faire une idée au Québec de combien il y en a dans l'ensemble de la province des infractions, si on l'appliquait aux 3,5 millions de sacs publicitaires qui sont distribués chaque semaine au Québec et qu'on appliquait le taux d'amende qui est en vigueur à Montréal présentement, c'est-à-dire 4 000 $ par infraction, ben, ça donnerait un total annuel d'amende de 330 512 millions de dollars d'amende. Alors, contrairement aux 10 000 dont je vous parlais tout à l'heure, ça, je pense que c'est un montant qui ne serait pas ignoré par les compagnies si jamais on commençait à appliquer ça d'une façon sérieuse. Merci de votre attention et maintenant, je suis ouvert à vos questions. Merci à vous, M. Montpetit. Dites-moi, à la lecture de votre mémoire, on sent nettement une exaspération. Vous avez entrepris et réalisé plusieurs démarches, notamment auprès de certaines municipalités. Dites-moi, selon vous, dans vos propres termes, pourquoi ces initiatives, ces démarches que vous avez entreprises n'ont pas, selon ma compréhension, abouti à quelque chose de tangible? 2 raisons. La première, c'est que chaque municipalité attend que quelqu'un d'autre donne l'exemple. Et ça veut dire, on a carrément eu une municipalité à la Ville de Québec qui nous a dit, lorsqu'on a voulu déposer des plaintes et leur dire pourquoi vous instaurez pas un meilleur règlement qui encadre les circulaires, la réponse a été, on attend de voir ce qui va se passer à Montréal. Parce que Montréal, présentement,
On leur a un peu tordu le bras, on a demandé une consultation publique sur le sujet. La consultation publique a abondé dans le sens des 3 recommandations que nous vous avons dites. Et même là, on attend encore des résultats. La seule municipalité au Québec qui a déjà agi sur le sujet, c'est Mirabel. Et pour éviter que ça donne le mauvais exemple du point de vue des entreprises à d'autres municipalités, le principal distributeur au Québec de circulaires a poursuivi la ville de Mirabel en question. Alors, encore une fois, tout le monde attend de voir ce qui va arriver avec le procès et en attendant, personne ne bouge. Si le gouvernement provincial décidait d'intervenir et d'implanter les mesures que nous avons mentionnées, non pas municipalité par municipalité, mais à l'échelle de la province d'un coup, ça aplanirait le terrain. Et là, le monde cesserait d'attendre que quelqu'un d'autre agisse avant de suivre leur exemple. Monsieur Renaud. Merci, Monsieur Montpetit. Est-ce que c'est une compétence municipale de réglementer par rapport à ça? Est-ce que je me trompe ou c'est ça qui est contesté en cours? Le gouvernement, présentement, effectivement, laisse à chaque municipalité le soin de réglementer les circulaires. On ne veut pas invalider ça. Quand on dit que le gouvernement pourrait, dans la loi sur les compétences municipales, faire un amendement sur le sujet, bien, ça pourrait tout simplement couvrir une position de base dans toute la province lorsque les municipalités ne se prononcent pas sur le sujet. Parce que, tant qu'à y être, si on regarde la loi sur la qualité de l'environnement, on ne laisse pas à chaque municipalité le soin de déterminer quel est le taux tolérable de contamination de l'eau ou d'autres problèmes environnementaux de cette façon-là. Le gouvernement provincial a comme politique d'avoir une sorte de règle de base pour tout le monde. Et dans le cas des circulaires, si on veut ensuite laisser à chaque municipalité le soin d'amender ce règlement de base-là, là, les municipalités pourraient le faire à leur guise. Dans votre mémoire, M. Montpetit, vous indiquez que les circulaires représentent 11% des matières recyclables envoyées au centre de tri. Là, vous mettez une référence. Je suis allé voir la référence. C'est une référence qui est de la Ville de Montréal. Est-ce que ces statistiques-là peuvent être extrapolées, selon vous, est-ce que ça peut être extrapolé pour l'ensemble de la province ou si c'est ce 11%-là, c'est vraiment juste Montréal qui est... Je ne peux pas me prononcer sur le sujet. C'est le seul chiffre qui existe présentement sur la proportion que les circulaires occupent dans le bac vert. Alors, je ne vois pas pourquoi ça serait particulièrement différent dans d'autres villes que Montréal, mais je n'ai pas d'autres chiffres sur le sujet. Je vous remercie beaucoup, M. Montpetit. Merci, monsieur.